Il y a presque 2 ans, Valve a sorti le Steam Deck. Il y avait déjà des petites compagnies qui faisaient le PC portable avant eux, comme GPD ou Aya Neo, mais souvent le prix était plus de 1000$, donc ça avait toujours été des produits qui ne s'adressaient pas nécessairement au grand public. Le Steam Deck est sorti pour la moitié de cette somme et a changé ce qu'on pouvait attendre de cette catégorie. En juin, Asus a sorti le ROG Ally Z1 Extreme, un PC portable à 700$, s'inspirant de la Steam Deck, mais essayant d'améliorer pour la plupart les éléments matériels. Cela fait déjà 3 semaines que j'ai acheté une boîte ouverte certifiée par Geek Squad chez Best Buy durant les soldes du Vendredi fou. J'étais curieux de savoir comment serait l'unité. Est-ce que c'était juste un nom pour le marketing ou si quelqu'un avait retourné le ROG Ally à cause des problèmes de carte SD. À l'ouverture de la boîte, la console avait l'air parfaite. Je n'ai vu aucun problème cosmétique. Par contre, une seule des 3 cartes SD que j'ai essayées a été détectée. Je vais en reparler un petit peu plus tard au cours de cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'on obtient en achetant un ROG Ally? Il s'agit d'un processeur Zen 4 contre Zen 2 pour le Steam Deck. Vous avez un processeur de 8 cœurs avec 16 threads. Vous avez 16 Go pour la mémoire à 6400 MHz. Vous avez un disque SSD de 512 GB. Mais le clou du spectacle, c'est l'écran. 1080p, donc 1080p, 120 Hz et supportant le taux de rafraîchissement variable. Asus construit des ordinateurs portables pour le jeu depuis des années et son expertise est évidente. L'Ally il ressemble à un mini Zephyrus G14 en blanc. La qualité de fabrication est excellente et la console est plus légère que prévu, à 608 grammes. J'ai beaucoup aimé le matériel, mais il n'est pas parfait et il s'agit vraiment d'une version 1 d'un produit. Le matériel est solide. J'aime bien avoir le RGB autour des joysticks, mais on peut les désactiver. L'écran est assez lumineux, à 500 nits selon Asus. Vous avez 2 boutons macro à l'arrière de l'unité, et j'adore l'endroit où ils sont placés. Asus a aussi fait un excellent travail pour le bruit des ventilateurs. On les entend presque pas à 15 watts ou 10 watts, mais ils sont bruyants à 25 ou 30. J'ai aussi été vraiment surpris par la qualité des haut-parleurs avant. Ils supportent Dolby Atmos. Conseil de pro, si vous baissez trop la consommation d'énergie et que vous entendez des craquements, désactivez Atmos. J'entendais des craquements à 80 à 7 watts, mais si je remettais à 10 watts, j'avais pas le même problème. L'emplacement de la carte SD est aussi un problème, juste à côté des bouches de ventilation. Après seulement 20 secondes à avoir inséré et retiré une carte, elle était déjà très chaude. J'aurais aussi aimé qu'il y ait plus qu'un port USB sur l'appareil, selon qu'on veuille charger en haut ou en bas. Il y a aussi le connecteur propriétaire pour les cartes graphiques HG Mobile, qui est les cartes graphiques externes. Je n'ai pas testé par contre parce qu'au Canada c'est environ 2600 pour en acheter une et elles ne sont pas disponibles au pays. Lala est aussi une machine complète Windows 11. Je n'ai rien contre le système d'exploitation, mais ils ont vraiment besoin d'une version mobile, avec beaucoup de services désactivés ou enlevés. Au premier démarrage, après quelques minutes, vous êtes accueilli par un assistant Windows 11 standard. Ensuite, il y a les mises à jour BIOS, les mises à jour Windows, les mises à jour pour Armoury Crate. Il a fallu une bonne partie de la journée et 4 cycles de batterie pour finalement être capable d'utiliser la console. C'est un premier contact très étrange avec l'appareil. Armoury Crate contient tous les réglages et regroupe les jeux selon différents magasins en un seul endroit, comme Steam, Epic Games ou Good Old Game. On peut aussi régler certains settings pour la console. J'ai créé un profil personnalisé de 7 watts. Par défaut, il y en a 4. 10 watts silent,
15 watts performance, 25 watts turbo, et si vous laissez la console branchée sur une prise d'alimentation, vous avez 30 watts turbo. J'ai surtout utilisé Harmonic Crate juste pour changer les paramètres. Le centre de contrôle est une meilleure implémentation. On peut changer rapidement la résolution, 720p, 900p ou 1080p, le taux de rafraîchissement de 60 ou 120 Hz, avoir le taux de rafraîchissement variable ou activer ou désactiver le boost pour les cœurs du CPU. En attendant l'installation des jeux, j'ai joué un peu à Forza Motorsport sur le nuage. J'ai senti un petit peu de lag, mais par contre, c'était une bonne expérience. Donc, est-ce que l'Ally est une bonne console pour les jeux PC? Si vous parvenez à trouver les bons réglages, oui. Je comprends aussi pourquoi de nombreux critiques avaient une relation d'amour et de haine avec l'appareil. Asus ont continué à chaque mois d'appliquer des patchs supplémentaires et des nouvelles fonctionnalités. Donc, dépendant si la critique ou le YouTuber avait, par exemple, la console au début du lancement, ben, on pouvait voir des notes de 3 sur 10 versus 8 ou 9 sur 10, dépendant des sites. Quand vous voulez jouer un jeu AAA et qu'il fonctionne bien, vous avez l'impression que c'est magique, comme avoir Starfield ou Cyberpunk 2077 en local. Mais la plupart du temps, vous allez passer les 15 premières minutes dans le menu à ajuster les paramètres pour trouver le bon équilibre entre la puissance et le taux de rafraîchissement. Les couleurs sont très vibrantes sur cet écran. Jouer à Hades est vraiment bien. Vous pouvez vous en sortir avec 1080p et 60 Hz sur un profil silencieux à 7 watts, ce qui vous permet d'augmenter la durée de vie de la batterie. Les jeux 2D comme Dead Cell vont être fluides et vont supporter le 120 Hz pour le framerate. L'autonomie de la batterie est probablement le plus gros problème de la machine, avec les contrôles de qualité. Elle a seulement une batterie de 40 watts comme le Steam Deck LCD, mais maintenant on s'attend à jouer aux jeux les plus récents. Un autre problème avec la console est l'espace disque. J'aurais aimé qu'il y ait une option pour télécharger ou non les assets en 4K ou non. Par exemple, Destiny 2 fait 144 GB, 126 pour Red Dead 2 et 129 pour Starfield. La situation pour le prix au Canada est aussi un petit peu particulière car il y a quelques semaines, Valve ont lancé le Steam Deck OLED à 689$ canadiens. Le ROG Ally se vendait aux environs de 900$, mais suite au lancement de Steam Deck OLED, Asus a baissé le prix à 700$. Dans le cas qui m'occupe, je l'ai eu à 600$ parce que c'était une boîte ouverte. Ça place le Legion Go dans une position un peu plus particulière parce que maintenant il est toujours à 950$. Vous obtenez bien sûr un disque dur avec plus d'espace, la mémoire est plus rapide et vous avez un écran à plus haute résolution. Par contre, vous êtes dans une fourchette de prix où ce que vous pouvez aussi acheter un laptop de jeux vidéo de jeu. Il y a aussi le mode bureau. J'ai branché le Ally sur mon moniteur de 34 pouces et j'ai basculé en automatique pour la mémoire de l'APU. Il utilisait environ 1.5 GB de RAM et il était en mode silencieux pour Windows Desktop. Donc on utilisait au total peut-être 4 à 5 watts. Après l'installation automatique des pilotes et ma souris, tout s'est bien déroulé de manière fluide. Par contre, quand j'essayais de jouer à des deux jeux qui n'étaient pas en 2D, c'était très très saccadé parce que la résolution était beaucoup plus haute. Quand je parlais par exemple de la batterie, en mode 25 watts turbo, pour un jeu comme Starfield, la résolution que j'avais mis était de 1600 par 900. J'obtenais entre 40 à 70 images par seconde avec pour les settings de qualité faible et la batterie a duré 53 minutes. C'était la même chose pour Red Dead Redemption 2. En 1080p 120 Hz, la batterie a duré 54 minutes. En mode 15 watts, un jeu comme Lies of P, en 1600 par 900,
était entre 90 à 110 frames images par seconde. Et pour les settings encore en qualité faible. Et j'ai obtenu environ 1.5 heures. Par contre, si on joue à des jeux indie comme Hades, en 1080p à 120 Hz, la batterie a duré 2.25 heures. Ensuite, j'ai mis YouTube en 1080p, 60 Hz, avec l'écran à la moitié pour la luminosité. Et après 1h52, la batterie était encore à 71%. Une autre option, c'est d'utiliser la version cloud des jeux. Donc, par exemple, Starfield en cloud utilisait 10 watts au total. Donc, on pourrait obtenir quelques heures. En fait, je pense que la façon optimale d'utiliser cette console-là est que si vous sachez que dans la prochaine heure, vous allez être capable de vous brancher à quelque part, vous pouvez utiliser pour des jeux, jouer à des jeux AAA. Par contre, si je voyage, personnellement, j'irais utiliser des jeux 2D comme Hades ou Dead Cell parce que je pourrais obtenir 3-4 heures de durée de vie de batterie. Donc ça fait penser beaucoup au Game Gear, qui est une console portable, mais que pour en profiter au maximum, qui doit être toujours branchée. Ok, on va parler un petit peu d'émulation. Dans cette vidéo, je ne vais pas tout tester parce que par exemple, jusqu'au GameCube, la console est tellement puissante qu'on s'entend que ça devrait très bien fonctionner. Je voulais surtout me concentrer sur le Switch PS2 et PS3 et GameCube. Pour le PS2, j'ai testé Gran Turismo 4. Tout joue bien à 60 FPS, donc à 60 images secondes, avec les paramètres par défaut. Et c'est très. Pour le PS3, j'ai essayé Red Dead Redemption. Sans changer les paramètres ou essayer d'optimiser, j'étais de 20 à 30 frames secondes une fois que tous les shaders étaient compilés. J'aurais sûrement besoin de jouer avec les paramètres, mais comme c'est un des jeux les plus difficiles à émuler au PS3, c'est quand même de bon augure. Pour le Switch, je voulais comparer Super Mario RPG, euh, que j'ai déjà au Nintendo Switch, avec le ROG Ally. Comme vous pouvez voir ici, les deux jeux tournent à 60 frames secondes, c'est fluide et ça fonctionne très bien. J'ai aussi testé en 1080 P et 60 Hz Super Mario Wonders. On peut voir ici qu'elle a 20-30 frames secondes pendant qu'il compilait les shaders. Mais après, on pouvait monter à 60 watts et c'était. On pouvait monter à 60 FPS et c'était très fluide aussi. Donc, c'est une excellente console pour les jeux Nintendo Switch. Pour le GameCube, sans aucune surprise, j'ai juste testé Mario Kart Double Dash et c'était excellent. Tout fonctionnait bien à 60 FPS. Donc, aucun problème à ce niveau-là aussi. Et on s'était très attendu qu'au niveau de GameCube, il ne devrait pas avoir de problème. Même chose pour le PlayStation 1. La dernière chose que je voulais tester était le cloud gaming, donc jouer sur le nuage. J'ai commencé à jouer à Forza Horizon 5 et Motorsport. Il y a un petit délai parfois quand on change de direction. Par contre, c'est très jouable et ça permet, un, de sauver d'espace disque et deux, de sauver beaucoup de batterie versus la version locale du jeu. Ici, on peut entendre la qualité sonore des haut-parleurs. J'utilise Lies of P. En conclusion, alors où en sommes-nous? J'ai beaucoup adoré le ROG Ally Extreme Z1 Edition. Je pensais le retourner après une semaine de test, mais après avoir joué énormément avec la console, euh, j'ai vraiment envie de la garder. Un des avantages du Ally et du Legion Go Canada, c'est qu'ils sont disponibles chez Best Buy. Donc, vous pourriez acheter la console, la tester pour quelques semaines, et si vous n'êtes pas satisfait,
vous pouvez la retourner. C'est un excellent PC de poche avec beaucoup de puissance brute. J'espère vraiment qu'Asus vont faire une version 2 pour corriger certains problèmes comme les cartes SD non détectées, brûlées ou qui s'éjectent de façon aléatoire, ou les boutons qui restaient parfois bloqués. J'espère qu'ils vont continuer à pousser de la BIOS et à faire des mises à jour pour rendre la console plus performante. Ça semble être le cas. La dernière mise à jour du 30 novembre permettait de mettre à off le boost pour le CPU. Et ils ont aussi ajouté qu'on pouvait utiliser les gyroscopes pour viser. Donc, ils semblent continuer à pousser beaucoup de mises à jour pour la console. Par contre, j'ai l'impression que Windows 11 freine un peu les performances du Ally. J'ai pas vraiment essayé de désactiver des services ou la télémétrie parce que je voulais la même expérience que quelqu'un qui l'achetait. Par contre, je suis sûr qu'on pourrait mieux optimiser Windows 11 en changeant des paramètres. Je comprends aussi pourquoi certains YouTubers ont vraiment détesté la Ally au début et quelques mois plus tard ont une opinion beaucoup plus positive de la console. Quand on arrive à faire tourner le jeu qu'on veut avec les bons paramètres, c'est vraiment une expérience de jeu exceptionnelle. Et ça dépend aussi le type de gamer qu'on est sur PC. Si vous avez une librairie Steam très large et que vous voudriez une expérience console, donc sans jouer après beaucoup de settings, un Steam Deck a probablement plus vaut probablement peut-être plus la peine. Par contre, si vous avez des jeux qui sont sur Game Pass, sur Epic, et que vous êtes habitué comme gamer de changer les paramètres, d'essayer d'optimiser, une console comme le ROG Ally pourrait avoir beaucoup de sens. J'aimerais qu'on puisse aussi expérimenter SteamOS ou mettre des firmware de Linux sur la console juste pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et une dernière chose, j'ai vraiment hâte de voir où cette catégorie de produits-là va être d'ici 1 ou 2 ans, avec une nouvelle génération de processeurs qui produisent moins de chaleur et qui donnent des meilleures performances par watt. Je suis aussi très curieux de voir la Switch 2 et comment elle va se comporter avec des DLSS. J'espère qu'il va y avoir plus de jeux AAA tout en gardant l'expérience console. Merci de votre attention.